Donc moi, je suis ingénieur de recherche, je m'occupe essentiellement des projets recherche et développement, essentiellement de la Fédé de voile, hein, mais aussi d'autres fédérations nautiques. Donc là, je vais parler de gradient de vent et de turbulence, et avec un cas concret, parce que c'était une commande de l'équipe de France de FIN, et plus exactement du voilier qui travaillait et qui travaille toujours avec l'équipe de France de FIN. Voilà. Donc il y avait besoin de ces éléments-là pour concevoir les voiles. Donc je vais articuler ma présentation sur deux parties. Une première partie qui montre un petit peu les applications, parce que c'est bien beau d'avoir le gradient et la turbulence. Admettons qu'on arrive à le mesurer, le caractériser, mais à quoi ça sert derrière? Donc cette première partie, c'est pour vous montrer que ce sont des paramètres qui sont utilisés par les concepteurs de gréement. Donc on verra deux exemples, donc avec la voilerie VB et puis avec une soufflerie en Nouvelle-Zélande. Et sur une deuxième partie, on rentrera plus dans le détail. C'est quoi le gradient, c'est quoi la turbulence, comment on le mesure, etc. Donc on va commencer sur les applications. Donc ça, c'est une diapo qui résume un petit peu tous les éléments qui sont pris en compte lors de la conception de voiles, hein. Donc il y a le mât qui est pris en compte, il y a la coque, voire le fardage de l'équipage qui peut être pris en compte. Donc on voit sur cette partie-là donc la notion de turbulence qui est aussi pris en compte. Donc c'est la qualité du fluide en amont, donc qui va avoir une influence sur le rendement ou sur le calcul de la force aérodynamique. Donc après il y a une partie, donc ça c'est plus sur le point de séparation, donc sur le guindant. Donc on voit que là on va être obligé de travailler en 3D. Donc vous voyez bien sur les écoulements sur cette diapo-là, travailler en 2D, ça a vite ses limites, hein. Donc c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps. Donc maintenant, on est obligé de passer à des modèles 3D pour le calcul des efforts aéros sur une voile. Et donc le deuxième point aussi qui est indiqué ici, donc c'est le gradient du vent, donc qui va être aussi une donnée importante en entrée du programme pour pouvoir calculer ces forces aérodynamiques. Donc je reviens avec sur la demande initiale du voilier, donc sa demande était assez claire, et puis on comprend mieux peut-être sur cette diapo pourquoi il a besoin de ça, hein. Donc la notion de gradient, donc le gradient c'est l'évolution de la vitesse du vent en fonction de la hauteur, et donc cette notion de turbulence. Donc là on a une couleur différente donc, au vent. Donc plus c'est foncé, plus le vent est fort, hein. Donc on voit, plus on monte, plus le vent est fort. Et donc c'est une simulation de l'écoulement autour d'un SPI asymétrique. Donc on va en voir sous une autre vue. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre aussi la façon dont le calcul est réalisé. C'est-à-dire qu'on commence par petits bouts et puis on monte au fur et à mesure dans le temps, donc c'est un calcul dans le temps, donc c'est un phénomène qui est pas stationnaire, donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui évolue dans le temps, et donc ça permet de visualiser le tourbillon sous le vent du SPI asymétrique, hein. Donc au bout d'un moment, on ne voit plus rien. Donc ces deux exemples, c'est pour bien vous montrer que le caractère tridimensionnel, il est devenu indispensable et incontournable dans tout ce qui est conception de voiles de compétition. Donc on ne peut plus raisonner en catalogue de profil et il y a je vais à telle vitesse, telle force de vent et c'est tel profil. On est obligé de raisonner en 3D parce qu'on a une interaction globale. Donc d'où ces notions de gradient et turbulence qui vont avoir des conséquences importantes sur le résultat des calculs. Donc un autre exemple. Donc là, c'est juste une image, donc un champ de vent calculé autour d'une voile de FIN. Donc les couleurs correspondent à des champs de pression, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est autour du mât. Donc je ne sais pas si je peux zoomer ici. Ouais.
donc les fils en un mât L, mais le mât, donc l'ensemble du gréement tourne, mais le mât tourne pas par rapport à la baume, comme c'est le cas sur un catamaran. Donc là, quand on voit le champ de pression ou le champ de vitesse, je ne sais pas à quoi correspond le dessin exactement, mais on voit que si on pouvait tourner le mât par rapport à la voile, on aurait quand même un écoulement un peu plus propre, quoi. Donc un autre exemple, donc ça c'est un cas intéressant, parce que souvent dans les modèles que vous avez pu voir de calcul aérodynamique, on a un obstacle, donc qui peut être notre bateau, notre gréement, et on fait souffler un fluide dessus, quoi. Donc maintenant, les programmes de calcul ont évolué, et donc là je vais vous montrer un autre exemple. Donc là c'est différent, on a un champ de vent et on a un bateau qui se déplace dedans. Donc deux observations. Donc là c'est une vue de dessus, donc c'est une vue 2D. Donc on a l'impression que le sillage du barreur est plus important que le sillage de la voile. Bon, sachant qu'il est quand même plus bas, donc c'est pas là où il y a le plus de vent, mais le fardage il n'est pas négligeable. Il y a un code couleur qui correspond. Alors là c'est ça doit être la durée. Donc on a la vitesse et donc les vortex. Donc là c'est en seconde moins 1, j'arrive pas bien à lire le. Donc c'est des graphes et des petites animations que j'ai récupérées. Donc j'ai pas avec précision à quoi correspondent. Oui, on a un sillage qui est assez important, quoi. Après, je ne sais pas quelle est la force de vent correspondant à ce calcul, quelle est la qualité du vent qui a été rentré, etc., quoi. Mais c'est juste pour illustrer qu'aujourd'hui, on a des moyens de calcul pour travailler en 3 dimensions et prendre en compte ces aspects-là qui existent, hein. Donc là, c'est un exemple sur la voilerie VB, mais si on prend Norse ou d'autres grosses voileries, tout le monde a ses outils de conception de ce type-là. Donc, comme on a vu sur la première diapo, on avait l'interaction de la coque qui était prise en compte. Donc là, c'est une modélisation du mouvement de tangage du Star. Donc on voit qu'il y a l'équipage aussi qui est modélisé. Et donc ça va être aussi pris en compte pour calculer les écoulements. Donc je vous montre un exemple. Donc c'est juste pour illustrer l'ensemble des paramètres qui peuvent être pris en compte dans la conception. Donc, remarquez, on a le sillage des barres de flèche. Donc on a, alors, si on fait image par image, donc on a le décrochement au niveau de la tétière de phoque. Donc on a toute l'influence quand le mât tape devant, donc avec un décollement, et puis donc on voit toute la partie qui part sur l'arrière. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'on est bien loin de quelque chose comme on peut voir dans les bouquins, avec des fluides qui tournent l'obstacle, qui marchent bien, qui donnent des valeurs, etc. Donc ça c'est intéressant pédagogiquement pour comprendre un peu la mécaflux. Mais en termes de conception de voile performante, on est obligé de travailler sur le bateau complet et le bateau qui bouge. Voilà. Donc ça, c'est la taille des tourbillons en fait, ou la durée, parce que j'arrive pas à lire l'échelle. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir l'évolution du phénomène. Après, moi, je n'ai pas accès à ces codes de calcul-là, je ne sais pas à quelles conditions d'entrée ça correspond, etc., quoi. Ça va de 1 à 200 sur l'échelle de couleur, entre le bleu et le rouge. Donc là, si c'est des secondes moins 1, donc c'est des fréquences. Donc voilà un petit peu pour illustrer le phénomène, on va dire, tridimensionnel et l'intérêt du gradient. Donc pour revenir à la commande de la voilerie VB, donc c'est des choses qu'ils avaient fait pour la Chine en ayant travaillé sur un gradient particulier, et ils se sont avérés que ce qu'ils pensaient plutôt bien marcher pour ces conditions-là, c'était pas vraiment le cas, et ce qu'ils pensaient plutôt moins bien marchait
plutôt pas mal. Donc ils se sont dit, on n'a pas forcément peut-être les bonnes données de la répartition verticale du vent et de la turbulence qu'on met en entrée de nos programmes. Donc ça serait bien d'aller voir un petit peu plus près ce qui se fait et est-ce qu'on peut typer quelque chose sur Wemos par exemple, quoi. Voilà un petit peu le cahier des charges qui était fixé au début. Donc on va arrêter sur la voilerie VB. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Ouais. Donc là, je vais vous parler d'une soufflerie qui est à Auckland. Donc ils s'y connaissent un peu en bateau par là-bas. Et donc c'est une soufflerie qui est originale parce qu'elle permet de générer du vent vrillé. C'est-à-dire donc des directions de vent différentes entre le sol et puis la hauteur de la soufflerie, quoi. Donc ici j'ai les caractéristiques de la soufflerie. Donc juste pour vous montrer des paramètres qui sont intégrés dans les caractéristiques. Donc on a l'intensité turbulente, donc entre 1 et 20% quand on est sur des vitesses faibles, et entre 5 et 15 quand on est sur des vitesses importantes. Donc c'est des notions sur lesquelles on reviendra après, et c'est des choses qu'on est capable de mesurer sur l'eau, et on va voir à quoi ça correspond. Donc à quoi ça ressemble cette soufflerie? Donc on a des lamelles qui sont, donc on a les ventilateurs et puis toute la gaine qui permet de canaliser en amont l'air. Et puis juste avant la partie proprement dit de mesure, on a différents volets, et des volets qui sont vrillables, entre guillemets, et c'est ça qui va générer notre vent en entrée. Alors j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais parce que c'est évident, mais je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Dans tout ce qu'on a vu sur la modélisation numérique, comme dans la soufflerie, le vent qu'on utilise, c'est le vent apparent. Bien d'accord, c'est le vent qui arrive directement dans les voiles. Donc on n'est pas en vent réel, on raisonne vraiment un vent apparent. Et donc on verra, c'est pour ça que sur certains, donc là on est sur du portant, on va être obligé d'avoir des valeurs de décalage d'intensité qui vont être assez importantes, quoi. Donc, voilà une autre vue où on voit mieux le vrillage des différents volets qui permet de canaliser notre courant d'air. Donc sur cette soufflerie, ils sont aussi équipés d'un système qui est utilisé pas mal sur les gros bateaux, donc qui permet de visualiser les formes de profil en temps réel. Et donc la plupart du temps, ce sont des modèles réduits qui sont motorisés, donc on va pouvoir régler à distance les différentes tensions dans les voiles, l'ouverture. Donc on voit le plateau rond, donc ce qui permet d'avoir l'orientation par rapport au vent apparent, donc de jouer sur ces valeurs-là. Et l'acquisition par caméra permet de connaître la forme à un moment donné de la voile et d'avoir les efforts associés, quoi. Donc ça c'est sur une maquette de Puma, donc ils poussent même à faire les mêmes décos que sur les bateaux. C'est plus pour le fun. Et donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc sur les maquettes, donc le fardage de l'équipage, donc là c'est sur un TP52, donc c'est des choses qui sont prises en compte. Donc c'est pas, donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Donc on voit toutes les petites poulies avec tous les fils, donc c'est ce qui va permettre de régler les différentes tensions sur la maquette. Donc voilà sur les aspects application. Donc on va commencer par le plus facile, c'est le gradient. Ah, voilà. Donc je ne sais pas si tu vois. Donc la vitesse du bateau qui est, bon, si on navigue à plat, qui est la même normalement sur toute la hauteur, bien qu'on ait vu sur le start à l'heure que ce n'est pas forcément le cas tout le temps, quoi. Donc on a le vent réel qui est ici, donc avec un vent réel qui est de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on monte vers la tête de mât. Et du coup, quand on recalcule
le vent apparent. Donc on a un vent apparent qui tourne, donc qui adonne, donc d'où la notion de vrillage. Donc si on se met plus en 2D, donc là on est vraiment sur, on est à l'arrêt, on va mesurer le vent à différentes hauteurs. Donc on a une répartition d'intensité du vent qui est comme ça, avec la tête de mât et puis le niveau de l'eau. Et donc si on reconstruit le vent apparent, donc en bas, au milieu, en haut, donc on voit la notion de vrillage. Donc là au près, on a un angle qui est de l'ordre de 2 à 5 degrés. D'accord ? Donc il existe, mais il n'est pas forcément très important. Donc par contre, si on se met au portant, donc throw wind speed qui augmente au fur et à mesure, d'accord, et donc la construction du vent apparent qui en déduit. On aura d'autres dessins, on verra peut-être un petit peu mieux avec un bateau dessiné. Là, par contre, la différence d'angle entre le bas et le haut de la voile, il est beaucoup plus important. Enfin, vous êtes plus vrillé au portant qu'au près. Enfin, c'est pas un scoop, hein, mais voilà, c'est une illustration physique de ce phénomène-là. Donc maintenant, on va sur l'aspect gradient, on va regarder comment on a mesuré ça sur l'eau, hein, parce que c'était la commande quand même qu'on avait de la part des FIN. Donc on a utilisé la vedette météo de la Fédé, hein, donc on utilise avec Dev depuis un petit moment maintenant, hein, et on a rajouté une couche. Donc au départ, on a un capteur qui est à peu près à 5 mètres de haut, et donc on a rajouté un deuxième capteur de vent à peu près à 2 mètres de haut. Ce qui a changé, c'est la façon d'enregistrer les données. Donc quand on travaille sur l'étude de plan d'eau, en général, on enregistre toutes les données à la seconde. Donc là, on est passé à 4 mesures par seconde. Et on a rajouté aussi une centrale inertielle qui va permettre de mesurer les mouvements du bateau et de corriger les mesures du vent parasite créé par les mouvements du bateau. Donc on reviendra là-dessus où je peux vous montrer, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit clin d'œil à nos amis sudistes, hein, des images à Marseille de la bouée météo fédérale qui a été utilisée entre 2001 et 2003. Donc juste pour illustrer que la prise en compte des mouvements, c'est pas forcément c'est pas forcément un gadget. Hein. Donc bon, après on va voir des vues vraiment de derrière. Donc voilà, donc vue de l'arrière. Donc on voit quand même. Donc ça c'est un anémo à hélice classique. Hein. Donc maintenant on utilise des anémos à ultrasons. Donc justement on n'a pas de pièces mécaniques. Donc on évite le déplacement du capteur dû à l'inertie du mouvement. Mais quand ça bouge, il y a quand même du vent apparent. Quand vous faites ça avec votre main, vous sentez du courant d'air sur la main. Donc là-dessus, ça ne résout pas complètement le problème. On enlève le problème lié à la mécanique, mais on garde le problème lié au mouvement. Quand même. Ouais. Ah, j'en ai un autre, mais plus court. Donc là, sur la vedette météo. Donc bien qu'on soit au mouillage, vous voyez, on n'est pas quand même dans des conditions extrêmes, hein, quand on voit le plan d'eau. Mais malgré ça, au mouillage, on a toujours un mouvement, c'est quelques degrés, hein, c'est pas énorme. Mais dès qu'on veut travailler sur un grain assez fin, on va être obligé de prendre en compte et de corriger avec ces mouvements-là. Donc fin de la parenthèse. Donc sur le gradient. Donc on a à peu près, donc c'était au mois d'octobre 2011. Ouais, voilà. Donc sur la baie de Quiberon, suivant les journées, la différence entre la mesure à 5 mètres et la mesure à 2 mètres, c'était entre 6 et 12% d'écart. Donc le vent en bas est plus faible que le vent en haut, donc ça on l'a bien
mesuré. Et la différence entre pourcentages, suivant les conditions, c'est entre 6 et 12%. Donc si on regarde la théorie, alors la théorie, si on a, alors, on va pas rentrer trop dans les détails, mais on va dire qu'on n'a pas d'échange thermique, on a juste un écoulement. Donc ce qui va générer le gradient de vent, c'est l'état du relief au vent, donc ce qu'on appelle la rugosité. Et dans ce cas très particulier, on a une répartition verticale qui est logarithmique. Et en fonction de la rugosité, on peut calculer cette valeur-là. Donc si on est sur un vent de mer et qu'on prend l'état de la mer comme référence de rugosité, donc ça nous permet d'avoir une valeur théorique et pour situer un petit peu les valeurs qu'on mesure par rapport à cette référence théorique. Donc dans ce cas-là, on avait 10%, donc à peu près au milieu des valeurs que nous on a observées sur l'eau. Donc deux exemples de mesures. Donc là, on est sur 30 secondes, avec toujours 4 mesures par seconde. La direction, donc en bleu, celui du haut, en vert, celui du bas. Donc on a assez peu d'écart de direction. En théorie, on ne devrait pas en avoir. Alors on en a un petit peu parce que le bateau bouge et que le capteur du bas, il est quand même assez bas. Et on a quand même l'influence de la structure du bateau qui va influencer un petit peu ce capteur-là. Mais bon, c'était un compromis à trouver, à avoir une distance suffisamment loin du capteur du haut, mais pas trop bas non plus. Donc à refaire, on mettrait peut-être 50 cm plus haut pour s'affranchir un petit peu du dévent du bateau, sachant que dès qu'il y a un peu de courant, le bateau au mouillage est rarement dans l'axe du vent. Donc on a toujours un petit décalage. Donc on voit bien qu'avec les boudins, on a forcément un petit quelque chose. Et donc ce qui va expliquer que sur des valeurs un peu extrêmes, on s'écarte un petit peu en direction entre les valeurs du haut et les valeurs du bas. Donc sur l'intensité, par contre, on a bien les deux courbes qui suivent, hein. Donc quand même plutôt rassurant. Donc ça veut dire que ça nous a permis en fait de qualifier le système de mesure. Et donc à partir de là, on a pu engranger de la donnée et commencer à traiter tout ça, quoi. Et comment tu peux expliquer pourquoi en théorie il n'y a pas de différence de direction entre bas et haut? Alors, normalement, alors des fois j'entends dire que associer vrillage et spirale d'Ekman, donc ça c'est pas juste. Donc dans les basses couches, donc si on divise l'atmosphère en plusieurs couches, donc ce qu'on appelle la couche limite atmosphérique, c'est l'épaisseur dans laquelle la surface interagit avec cette partie de l'atmosphère. Donc ça, c'est la couche limite atmosphérique. Et dans cette couche, il y a une couche qui est entre 10 et 100 mètres, on va dire, suivant les cas, qui est vraiment la couche limite de surface, où là, on a une interaction très très forte entre la surface de l'eau, pour ce qui nous concerne, hein, et puis l'air. Et dans cette surface, dans cette partie-là, le premier paramètre qui rentre en jeu, c'est le frottement de l'air sur la surface. Donc c'est la variation de l'intensité du vent en fonction de la hauteur. Donc on verra après, donc j'ai des courbes d'évolution. Au bout d'un certain moment, l'évolution de l'intensité avec la hauteur est beaucoup plus faible. Donc là, on sort de cette couche limite de surface. Mais vraiment, dans la couche des 10 mètres, on va dire, donc c'est là où on joue, hein, on est vraiment dans la couche limite de surface. Et là, le premier critère qui rentre en jeu, c'est le frottement. Donc Coriolis, le pauvre sur ce coup-là, c'est pas de sa faute. Donc lui, il joue pas. Parce qu'en fait, on a trop de différence de vitesse avec la hauteur. Il faut dépasser au-dessus de 100 mètres, il va commencer à jouer. Et après, suivant les cas, on a une zone où il intervient un petit peu ou pas beaucoup. Donc même si on fait intervenir Coriolis ici, on va être sur l'ordre du dixième de degré sur la variation du vent entre le haut et le bas. Alors quand vous avez vu sur les vrillages, au portant, on a 20 degrés, quoi. Donc Coriolis, pour le vrillage, on oublie. Par contre, sur les aspects météo, ça reste important, quoi. Mais sur notre couche à 10 mètres, c'est vraiment le frottement qui est primordial. Donc justement, voilà la courbe du gradient. Donc la hauteur entre 0 et 10 mètres.
Donc là, c'est mes 2 points de mesure. Donc ça correspond à ce qu'on a mesuré. Et on a différents types de répartition verticale. Donc quelque chose qui est plus stable, quelque chose qui est plus turbulent. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus c'est stable, plus il y a de frottement, et donc plus l'air est ralenti près de la surface. Donc on a quelque chose qui va être schématiquement beaucoup plus en V quand on est sur un système stable. Par contre, quand c'est quelque chose de très turbulent, on a du coup beaucoup moins de frottement à la surface. Donc on a une répartition qui est plus en U. Donc ça fait plus débit, ça glisse beaucoup plus. Ça c'est en fait c'est 1. Par rapport à ma mesure à 5 mètres, c'est mon vent à 5 mètres qui fait 1. Et donc ça serait en gros des pourcentages. Donc ici, j'ai plus que 80% de ma vitesse. Et là, donc là, je suis assez bas, j'ai plus grand-chose, etc. Bon, ça reste assez théorique, hein, parce qu'après, effectivement, quand on est très très bas, il y a la coque qui intervient. Enfin, on a d'autres phénomènes qui vont jouer. Et là, on est vraiment, on s'imagine au vent de notre bateau. On fait des mesures du vent réel et pas du vent apparent au vent de notre bateau. Et si on fait des mesures à différentes altitudes, on va avoir des intensités différentes. Mais cette répartition verticale d'intensité va dépendre des conditions météo générales. Donc on a différentes répartitions verticales possibles. Ouais, alors après, moi j'ai pas fait de mesure à 50 cm, hein, mais donc ça va dépendre de la rugosité. Donc ça, il faut le voir de manière assez théorique. Ce qui est important, parce que bon, en dessous du mètre, bon, si pour les planchistes, c'est une partie que vous exploitez. Mais en gros, si on prend sur des bateaux qui ont des hauteurs de mât entre 6 et 8 mètres. Hein. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est l'écart entre ce que j'ai en tête de mât et ce que j'ai au niveau de la baume. C'est ce qui va, donc on a vu tout à l'heure, cette répartition verticale du vent réel va engendrer une répartition verticale du vent apparent, donc du vrillage qui va être différent si je suis là ou si je suis là. Donc il y en a une conséquence sur les réglages en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Donc maintenant, on va tenir compte de ces valeurs-là pour voir un petit peu l'influence sur le vent apparent en navigation. Donc voilà, on passe au bateau moderne. Donc un bateau à 2 coques, donc une vitesse, donc on est par 12 nœuds de vent, si je n'ai pas marqué, ouais c'est ça. Donc TDM c'est tête de mât, donc le vent réel en tête de mât, le vent réel au niveau de la baume. Donc là j'ai un fort gradient, donc je suis plutôt stable ou... Ouais, donc on est plutôt dans des conditions stables. Je reconstruis mon vent apparent en supposant que mon bateau ne fasse pas des loopings. Et donc ça me donne un vrillage au près de 5 degrés. Donc je fais la même chose au portant. Et j'ai quelque chose de l'ordre de 18 degrés. Donc on retrouve ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc on a un vrillage plus important au portant qu'au près. Bon, là-dessus, mais bon, ouais, on passe de 5 à 18. Donc c'est pas négligeable. Donc maintenant, si on refait les mêmes calculs avec un gradient plus faible, 6%. Donc du coup, des 5 degrés qu'on avait au près, on n'a plus que 2 degrés d'angle entre la tête de mât et la baume. Donc on a divisé par 2. Et au portant, pareil. Donc on retrouve 9 degrés au lieu de 18. Donc on voit que dans la fourchette des répartitions verticales de vent qu'on peut trouver, le vrillage il varie du simple au double, pour avoir un ordre de grandeur qui soit facile à mémoriser, quoi. Le vrillage, c'est le décalage, c'est l'ouverture progressive de la voile en fonction de la hauteur. Voilà. Donc en planche, vous réglez ça avec la tension en pied de mât, en fait. Tu veux Alors, si je reprends ce que dit Yves, donc les voiles de planche, elles ont une caractéristique d'avoir un vrillage, quand on a une voile posée par terre, on a le haut de la voile qui est relativement mou. Hein. Donc au près, si la voile a naturellement un vrillage important,
et que on va prendre à peu près les mêmes valeurs que le kata, hein, mais c'est plus pour l'explication. Donc entre le wishbone et haut de la voile, si on veut vraiment mettre tout dans l'alignement du vent pour avoir une force propulsive maximale, il faudrait 2 degrés d'écart entre le bas et le haut. Or, vous avez plus. Donc ça veut dire que le haut de la voile, il ne porte pas. Donc ça fait une espèce de prise de riz automatique, hein, si je mets ma voile qui est comme ça. Donc tout le haut, de toute façon, vous avez trop de surface dès qu'il y a du vent auprès. Donc ce vrillage important permet effectivement d'éliminer la partie propulsive du haut de la voile. Par contre, dès qu'on arrive aux allures portantes, donc on va dire qu'on avait 9 degrés de décalage de vrillage, là on retrouve nos 9 degrés, donc toute la voile porte. Donc là, il y a moins de phénomènes de surpuissance, donc vous larguez le riz en fait, hein, vous remettez toute la toile, et donc ça permet du coup d'avoir la puissance maximum au portant et d'avoir quand même quelque chose qu'on peut tenir au près, quoi. Et en kata moderne, on est aussi sur des aspects similaires, avec des voiles à cornes très importantes et des profils assez plats en haut, donc qui permet en fait de diminuer la force propulsive et de tenir le bateau et la surpuissance au près, et puis de garder tous les chevaux pour le portant, quoi. C'est bon Donc voilà, sur les aspects gradients, donc on a fait le tour. Maintenant, on va rentrer sur les aspects turbulents. Alors le vent, quand on le mesure à des fréquences importantes, hein, donc c'est un phénomène qui est très variable, très irrégulier. Et donc on a un caractère aléatoire, et c'est ce caractère aléatoire qu'on nomme la turbulence. Donc pour être un peu plus clair, bon pas tout de suite, donc cette turbulence, c'est essentiellement le relief et tous les obstacles au vent qui vont le générer, mais pas que ça, il y a l'aspect aussi thermique qui va générer ce caractère aléatoire qu'on appelle turbulence. Donc comme c'est quelque chose d'aléatoire, la seule chose qu'on sait, c'est que cette turbulence, elle décroît avec l'altitude. Donc plus on va monter, moins on sera turbulent, ou plus on sera stable, comme vous voulez. Alors mais même on sera toujours dans la couche limite de surface, donc on sera toujours dans quelque chose de pas très propre. Mais même dans cette couche-là, l'aspect turbulent, il sera beaucoup plus fort, très près du sol qu'en tête de mât. Donc comme on a un caractère aléatoire, si on veut caractériser cette turbulence, on est obligé d'utiliser des méthodes statistiques. Donc on décompose le vent en une partie moyenne et une partie aléatoire. On pourrait être un peu plus clair, faire un petit dessin. Donc un vent moyen. Si je fais une mesure à un instant T, voilà, je mesure ce vent-là, que je décompose en c'est mon vent moyen plus ma turbulence, ça me donne mon vent instantané à un instant T. Donc je fais ça sur un certain intervalle de temps et je trouve un ensemble de valeurs de vent instantané. Donc j'ai une espèce de patate, mais j'ai quand même un vent moyen qui est ici. Alors ce qui est important à bien comprendre, c'est que l'intervalle de temps sur lequel on travaille pour caractériser la turbulence doit respecter la caractéristique, enfin c'est lié à l'analyse statistique, la moyenne de cette partie aléatoire doit être nulle sur l'intervalle de temps considéré. Par exemple, si je travaille sur 2 secondes, je vais avoir quelques points et mon nuage de points, il va pas forcément donner, cette moyenne-là ne va pas forcément être nulle. Donc au niveau météo, ce qu'on utilise, c'est les 10 minutes qu'on va retrouver en météo. Quand on utilise cette période de 10 minutes, on est sûr d'être dans ce cas-là. Donc l'ensemble de mes petits vecteurs, si je reviens avant. Voilà. Si je fais la moyenne de toutes mes flèches, là, sur 10 minutes, j'ai
et un point, et donc j'ai vraiment un vent moyen qui est caractéristique de cette période de mesure. Si je descends sur un temps trop court, cette caractéristique-là n'est pas respectée, et là, du coup, je peux raconter n'importe quoi. Donc 10 minutes, c'est large, hein, on peut descendre jusqu'à 3 minutes dans certains cas, etc. Mais les 10 minutes, et du coup les 10 mètres, si on revient au gradient, hein, donc c'est les mesures de vent standard au niveau de la météo internationale, donc ça correspond bien à quelque chose de concret. On se met à 10 mètres pour s'affranchir au maximum du gradient, parce qu'on a vu qu'à 10 mètres de haut, les écarts de vitesse étaient beaucoup plus faibles hein, qu'à 5 mètres ou à 2 mètres. Donc à 10 mètres, on a une valeur qui est représentative. Donc sur un site dégagé, hein, c'est sûr que si on est en pleine ville, on est sur d'autres critères, mais en général, les sites météo de mesure sont dans des zones dégagées. Et après, l'intervalle de 10 minutes, c'est vraiment pour s'affranchir de toute cette partie aléatoire, pour avoir un vent moyen qui soit représentatif de ce qu'on observe, quoi. Donc 10 minutes, 10 mètres, en météo, ils ne sont pas idiots. Donc c'est effectivement un phénomène qui est en 3 dimensions. Hein. Donc là, nous, on utilise des anémos 2D. Donc il existe des anémos 3D qui permettent de mesurer le vent dans les 3 directions, d'avoir aussi le vertical. Donc ça complique les choses. Je reviendrai un petit peu là-dessus sur déjà quand on va utiliser la correction des mouvements du bateau tout à l'heure. Donc c'est bon là sur la notion de 10 minutes et cette notion de partie aléatoire, partie moyenne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la partie météo fournit le vent 10 minutes, 10 mètres. Donc si on fait le parallèle avec ce qu'on a vu sur les calculs aéros tout à l'heure, les calculs aéros, eux, ils vont être dans un grain beaucoup plus fin parce qu'ils vont intégrer cette notion de gradient et cette notion de turbulence. Parce que un bateau, il ne navigue pas sur un vent moyen de 10 minutes, quoi. Donc on a vraiment intérêt à descendre le grain pour être le plus proche possible d'un rendement aéro réaliste par rapport à ce qu'on peut observer sur l'eau, quoi. Donc un exemple de mesure pour fixer un petit peu les choses. En bleu, la direction du vent. En vert, l'intensité. Donc ça, c'est sur 10 minutes. On a 4 points par seconde. Donc ça me donne un nuage de points comme ça sur 10 minutes. Donc le vent moyen, ça serait ce vent-là. Et si je fais toutes mes petites flèches sur les 10 minutes, si je fais la moyenne de toutes ces petites flèches, je vais avoir quelque chose qui est relativement faible. Hein. Donc je vais avoir un vent moyen qui est représentatif. Donc un peu de formule, mais c'est juste pour bien préciser les choses et donc pour revenir à ce que disait Fanche tout à l'heure. Hein. Donc le vent, donc on a vraiment 3 composantes, hein, 2 composantes horizontales, donc U qui est dans l'axe du vent moyen, V qui est perpendiculaire, et le Z qui serait, enfin le W qui est la partie verticale du vent. Et donc ce qu'on définit comme intensité turbulente, c'est l'écart type, on va dire, ou la taille de la patate qu'on a vue avant, hein, pour faire simple, que divise l'intensité du vent moyen. Donc normalement, le vent moyen, ça serait, faut faire le carré et la somme des carrés des 3 composantes, la racine de ça, et on a l'intensité du vent moyen. Sauf que nous, la partie verticale, on ne la mesure pas, donc on va se limiter à la partie U et V, hein, qu'on a avec nos capteurs. Donc en général, on est sur un milieu qui n'est pas isotrope. Alors un milieu isotrope, c'est qu'il y a les mêmes caractéristiques quelle que soit la dimension. Quand on est dans l'air, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc dans l'espace horizontal et dans l'espace vertical, il ne se passe pas les mêmes choses. Donc c'est pour ça que si on regarde l'intensité turbulente verticale, elle est beaucoup plus faible que celle qui est horizontale, en moyenne. Donc à partir de maintenant, on va raisonner uniquement en 2D, mais en précisant bien que c'est un phénomène 3D et qu'il faudrait utiliser aussi ce phénomène-là, mais on va y aller étape par étape, quoi. Un exemple, donc IT pour intensité turbulente, donc on trouve qu'à 14%. Si on revient sur les caractéristiques de la soufflerie en Nouvelle-Zélande, hein, où on était entre 1 et 20,
ou entre 5 et 15. Hein. Donc on est sur des valeurs qui sont cohérentes avec ce qu'on peut trouver dans la littérature ou dans l'expérimentation qui existe aujourd'hui. Donc on a vu les mouvements de la bouée. Donc, juste pour vous montrer un petit peu un exemple de valeur sur le mouvement du bateau. Donc là, pareil, on est toujours sur des graphes qui sont sur 30 secondes. En bleu, l'assiette. Alors l'assiette, pour moi, c'est pas la même que pour vous. C'est vraiment d'avant en arrière, donc sur l'aspect longitudinal. Et la gîte, c'est ça serait l'assiette latérale. Donc, ça, c'est les mouvements du Zod au mouillage. C'est les mouvements de la girouette? Non, du Zodiac. Parce qu'en fait, on a une centrale inertie qui permet de mesurer les mouvements du bateau. Donc on a un mât carbone, donc on suppose qu'on a un système complètement rigide. Et donc on va dire que les mouvements de mon pied de mât sont les mêmes que ma tête de mât. Si j'avais un mât de planche qui fait ça, qui fouette avec de l'inertie, ça serait beaucoup plus compliqué en termes de calcul. Donc là, on simplifie l'approche. On va dire que les mouvements du bateau sont les mouvements de la girouette. Et donc, on va traduire ça en vitesse de la tête de mât. Donc, on est en tête de mât, donc ça fait 1 nœud et demi, plus ou moins 1 nœud et demi quand même. Voilà. Donc, on rajoute 1 nœud et demi ou on enlève 1 nœud et demi. Donc, si on est sur un vent, donc là, je ne sais pas quelle était l'intensité du vent sur cette manip-là, mais si on va prendre 10 ou 12 nœuds, on est quand même à un peu plus de 10% de la valeur du vent. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ouais, on voyait bien que c'était... Donc là, on traduit ça en vent parasite, ce que j'ai appelé. C'est-à-dire que c'est le vent créé uniquement par le déplacement de la girouette en tête de mât. Donc en bleu, c'est la direction. Donc ça me génère un vent de plus ou moins 5 degrés. Et en intensité, on est sur un vent entre un demi et un nœud, quoi. Quasi un nœud de moyenne, quoi. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est quelque chose à prendre en compte dans les mesures et à intégrer. Donc ça c'est intéressant si on veut travailler sur la turbulence. Si on veut le vent moyen sur 10 minutes, on moyenne notre vent sur 10 minutes et on n'a pas besoin de faire tout ça, quoi. Parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui est quand même centré en direction. Donc quand on fait la moyenne, même si je fais la moyenne sur 30 secondes, la correction à apporter en direction, c'est 0. Par contre, si je veux travailler sur ce qui se passe dans la seconde, je suis obligé de prendre en compte ce phénomène-là, quoi. Est-ce que ça, c'est bien clair, hein? Voilà. Donc, la même chose en nuage de points. Donc ça, c'est en représentation polaire. Donc, du coup, ça me permet de vous dire le vent. Donc, c'était un vent moyen autour de 10 nœuds. Hein. Donc on retrouve l'indice de turbulence. Donc en vert c'est en bas et en bleu c'est en haut. Voilà. Donc ça c'était les premières mesures. Depuis on a amélioré un petit peu le traitement parce que normalement l'indice turbulent en bas il doit être plus fort que l'indice de turbulence en haut. Donc la correction elle permet quand même de réduire l'écart. Mais on est quand même sur quelque chose qui devrait être plus fort ici et plus faible ici. Bon, on est quand même sur 0,03 d'écart, ça fait 0,3%, c'est pas énorme. Ouais. Donc on a amélioré un petit peu le traitement et la prise en compte des mouvements. Et donc maintenant, à chaque traitement, on retrouve le bon décalage entre l'indice turbulence en bas et l'indice de turbulence en haut, quoi. Donc juste un petit exemple pour montrer la sensibilité de ce paramètre, gradient et indice de turbulence. Donc voilà, moi je suis au millage ici, donc j'ai un vent moyen qui va passer sur Belle-Île puis sur la presqu'île. Donc ça me donne un gradient de 9% et un indice de turbulence, on va dire de 0,16, 16% hein, si on arrondit. Et dans l'heure d'après, le vent a tourné, donc il vient sur cet aspect-là. Donc je suis en terrain plus dégagé.
même s'il me reste encore quelques petits obstacles, mais beaucoup moins que dans ce cas-là. Et là, du coup, j'ai un indice de turbulence qui est plus faible, 11%, et un gradient qui est un petit peu différent, quoi. Un gradient qui est plus élevé. Ouais. Que l'air est plus stable. Alors après, il peut y avoir un aspect thermique dans la journée qui explique aussi la rotation, etc. Donc, ça, le gradient, c'est pas facile d'en tirer des conclusions tout de suite. Beaucoup d'endroits, beaucoup de situations météo. Pour l'instant, Ouais. tu ne peux pas dégager, quand tu vois cette carte-là, avec les que tu as mis, le pourcentage, tu ne peux pas dégager un grand principe par rapport à ça. Non. Bah, pour moi, 10 et 9, c'est pareil, quoi, en gradient. Par contre, on a un gros écart sur l'indice de turbulence. Donc là, ben, j'ai moins d'obstacles au vent, donc j'ai quelque chose qui est moins turbulent, quoi. Tu quantifies ta zone de turbulence, tu la quantifies en termes de turbulence pour une hauteur donnée. Ouais, donc après, je raisonne toujours en haut, quoi, à 5 mètres. Donc ça veut dire que sur 5 mètres de haut, les turbulences sont plus importantes. Ça veut pas dire qu'elles vont aller. Ça veut dire aussi qu'elles vont plus haut. Non, enfin, il ne faut pas forcément raisonner comme ça. Il faut imaginer, je fais mes mesures à 5 mètres, avec 4 mesures par seconde, je corrige les mouvements, ça me donne une patate sur 10 minutes. Et en gros, l'indice de turbulence va te donner le diamètre de la patate, quoi. Tu vois que plus j'ai une patate importante, plus je vais avoir des écarts d'intensité autour de ma valeur moyenne. Donc c'est ça, parce qu'en fait, l'indice de turbulence, c'est l'écart type sur la valeur moyenne. Donc plus c'est faible, moins tu t'écartes de la valeur moyenne. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais ça ne te donne pas une indication comment ça varie dans le temps. Parce qu'on peut imaginer d'avoir deux patates identiques, mais je passe de ce point-là à ce point-là, à ce point-là, très lentement. Et puis il y en a où je fais comme ça, des extrêmes à l'autre. Et donc sur l'eau, ça ne va pas être du tout la même sensation, même si la mesure statistique va être identique. Donc ça, c'est encore une autre approche, et là, c'est un peu plus compliqué encore. Non. Et pour finir, j'ai une dernière diapo. Je pense que vous avez vu les cartes Météodine hier. Donc Weymouth, donc ça c'est les cartes de turbulence. Donc de l'indice de turbulence. Donc on trouve entre 5 et 17%. Plus c'est rouge, plus c'est fort. Bah, sous le vent des reliefs, c'est plus turbulent que dans la canalisation après la rade de Weymouth, hein. Donc ça, vous en avez parlé hier ou pas? Alors, ouais. Moi, je vais rester sur cette carte-là. Donc ça, c'est un calcul, enfin une modélisation des effets de site sur le plan d'eau de Weymouth qui ont été faites par une boîte de Nantes qui s'appelle Météodine, hein. Et donc on fait varier, on fait souffler un vent, il faut imaginer une maquette numérique, hein. On fait souffler un vent à une certaine force et on fait varier la direction du vent sur 360 degrés, par pas de 10 degrés, et on regarde ce qui se passe sur le plan d'eau. Donc on fait souffler quand même sur une zone qui fait 20 km sur 20 de mémoire, hein. Donc on est obligé de mailler beaucoup plus large que le plan d'eau, de manière à... Après, sur cette grosse boîte, on fait souffler notre vent, et après on regarde sur la petite boîte qui est notre plan d'eau, la conséquence, comment le vent a changé du fait de son passage sur le relief. Donc là, c'est un vent à 10 mètres, un vent moyen sur 10 minutes, du sud-ouest, mais on a aussi, comme c'est quelque chose qui est calculé sur un pas de temps qui est assez faible, on en déduit aussi un indice de turbulence, une direction, une évolution, enfin comment évolue la direction aussi. Enfin, on a quelques paramètres, on va dire, plus statistiques. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que En fonction, enfin, plus on s'éloigne du relief, plus c'est stable. Par contre, ce qui est important pour bien utiliser ces cartes-là, c'est que c'est fait, ce qu'on appelle ça en situation neutre, enfin en atmosphère neutre, c'est plus atmosphère, je ne sais plus comment ils disent exactement. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'échange thermique entre la surface et l'air. Donc on est vraiment
sur un calcul essentiellement dynamique, comment le flux est dévié par le relief, comment il arrive sur le plan d'eau. Donc on n'a que l'aspect dynamique, sachant que l'aspect thermique, il va forcément se rajouter, mais il n'est pas modélisé sur ces cartes-là. Par contre, le fait de pouvoir faire les 360 degrés, ça nous permet quand même de visualiser les zones potentielles d'effets de site intéressants, et après d'aller vérifier en termes de mesure si ça conforte le modèle ou pas, quoi. Donc voilà sur la façon de travailler, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Et donc il y a des jours où les cartes météodines, elles ne fonctionnent pas. Ce qu'on observe sur l'eau n'est pas du tout ce qui était sur la carte. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont mal travaillé et que le modèle est nul. C'est que l'hypothèse de calcul du modèle ne correspond pas à la situation dans laquelle on est. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître, hein, parce qu'il y a aussi des modèles météo qui ne prennent pas forcément bien les aspects thermiques, etc. Donc avant de jeter les outils, il faut bien comprendre que l'outil a été fait avec telle hypothèse, et si je ne suis pas dans cette hypothèse-là, l'outil je le laisse de côté, mais il y a d'autres jours où je serai dans les hypothèses, donc je peux utiliser l'outil et voir un peu ce qu'il a dans le ventre, quoi. Donc ça, c'est toujours des choses qui sont importantes à bien maîtriser et pas dire ça c'est nul, ça c'est pas nul. Ça marche dans certains cas parce que ça a été fait avec telle hypothèse et ça c'est plus pertinent dans d'autres cas, etc. Donc on peut imaginer un modèle qui prend tout en compte, s'il y a des voitures qui roulent, s'il y a des gens sur la digue, etc. On peut tout imaginer, sauf que plus on va rajouter des paramètres et plus on va rajouter du grain fin, plus il va falloir bien connaître l'influence de chacun des paramètres. Et le risque, c'est que si on a mal modéliser un paramètre, le modèle il part en vrille et il nous donne des résultats complètement aberrants. Alors que si on a un modèle simple, on sait qu'il n'y a pas l'aspect thermique, mais on n'a que l'écoulement, mais du coup on arrive quand même à exploiter les données parce qu'on sait ce qu'il y a derrière. Il y a des jours où ça marchera moins bien, mais ça marchera quand même toujours un petit peu, parce que l'effet de site il y sera toujours quand même.